Bienvenue à cette table ronde sur la thématique de la sensibilisation et du changement de culture. Alors le sujet de la sensibilisation, c'est un sujet majeur parce que c'est ce qui permet déjà de prendre conscience, de comprendre déjà, mais aussi de prendre conscience. La notion de conscience, elle fait appel à la fois au cerveau, mais aussi aux émotions d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la sensibilisation et pas de la formation. Voilà. C'est un sujet majeur parce que sans sensibilisation, sans compréhension et ressenti des enjeux, on a du mal à se mettre en action. Et c'est le premier sujet, en fait. Comprendre ce qui se passe et ressentir ce qui se passe, c'est le premier sujet de la mise en action. Et la mise en action, c'est évidemment le problème auquel on est tous confrontés. Alors, à titre personnel, je me suis pas mal investi sur ce sujet depuis le début à la fresque du climat, avec certaines personnes qui sont ici dans la salle et qui ont participé à ce projet avec moi. Je suis d'ailleurs toujours au conseil d'administration de cette association aujourd'hui. C'est l'association vraiment, on va dire, star dans le domaine aujourd'hui de la prise de conscience autour des enjeux climatiques en France, qui a fêté son million de joueurs, on va dire comme ça, de fresquiers, il n'y a pas très longtemps. Et la vraie question qu'on se pose d'ailleurs toujours aussi, y compris quand on fait une fresque, c'est qu'est-ce que ça engage derrière, quoi. Qu'est-ce que ça engage comme changement, quoi. Voilà. Alors, et donc on a nos trois invités très différents, qui ont des modes d'action et de modes de compréhension et des modes de conscience aussi assez variés. Donc je vais d'abord vous demander de vous présenter. Hein. On commence par toi, Eva. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je m'appelle Eva Morel, je suis collaboratrice parlementaire de la députée Sandrine Lefeur à l'Assemblée nationale. Donc Sandrine Lefeur est députée Renaissance de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et en fait, c'est cette perspective politique qui m'a amenée à lancer il y a un an Quota Climat. Donc Quota Climat, c'est une association qui interpelle les médias sur le traitement médiatique de l'urgence écologique. Et en fait, on est deux collaboratrices parlementaires à avoir lancé cette initiative parce qu'on voyait le rôle des médias sur la mise en action des politiques, notamment des programmes lors de l'élection présidentielle de 2022 qui s'en suivit de l'élection législative. On constatait que le rapport du GIEC, qui avait été publié juste avant, avait été très peu médiatisé, donc très peu d'experts en plateau, très peu d'experts globalement invités à témoigner dans les médias nationaux. Et ça nous interpellait parce qu'ensuite, c'est en suivi la campagne présidentielle, donc une période démocratique majeure, où les enjeux écologiques ont été rendus périphériques par rapport à d'autres enjeux, comme par exemple le pouvoir d'achat, la sécurité, etc. Sauf que vu la teneur de ce qui nous attend et ce qui se manifeste déjà l'été dernier avait été particulièrement emblématique de la crise écologique et on le voit déjà aussi cette année, ça nous semblait assez interpellant que pour les 5 prochaines années à venir, les programmes politiques incorporent aussi peu les enjeux d'écologie et de manière aussi peu transversale aussi. Donc voilà, depuis un an, on a cette association qui interpelle les médias. Peut-être en un mot pour dire ce sur quoi on interpelle, c'est la quantité d'informations présentes dans les médias. Donc on a lancé récemment notre baromètre avec l'association Data for Good. Il y avait la coprésidente Lou Velgren qui était ce matin invitée. Et donc ça nous a permis de quantifier par exemple la présence du rapport du rapport du GIEC récemment de synthèse qui a occupé 0,6% de l'espace médiatique. C'est un exemple parmi tant d'autres. On interpelle aussi sur la qualité de l'information disponible dans les médias. Encore trop d'interventions climato-sceptiques, encore trop peu de transversalité. Donc la rubrique climat va être traitée de manière silotée. Et quand on est très informé, on va se surinformer. Par contre, quand on ne cherche pas l'information, elle ne viendra pas à nous. Et c'est très problématique. Donc ça, voilà, c'est sur la qualité, la transversalité, je viens de l'évoquer. Et enfin, la question de publicité, de dissonance cognitive dans les médias. Le fait que souvent, on ait des contenus publicitaires qui aillent totalement à l'encontre des contenus qui parlent de climat, parfois de manière complètement juxtaposée, qui pose problème pour la compréhension du sujet. Donc cette question de la sensibilisation, pour nous, elle est clé. Je tiens à dire que pour nous, ce n'est pas sur les citoyens que ça importe, mais c'est notamment au niveau des narratifs par les acteurs économiques et les politiques que c'est important de discerner le vrai du faux, les fausses informations et de décrypter l'information. Voilà. Merci beaucoup, Eva. Même question pour Julien, du coup. Bonjour, Julien Bacabara. Je suis chargé de mission RSE, carbone et économie circulaire dans le groupe Léon Gross. Donc Léon Gross, c'est un groupe de BTP diversifié qui fait aussi des solutions pour la transition énergétique et de l'immobilier. Voilà, je suis ici parce que j'ai été invité notamment par l'application Énergique, voilà, qui est une start-up qui propose un challenge ludique pour sensibiliser sur la sobriété énergétique et d'autres thèmes.
Je viens aussi donc parler de mon expérience chez Léon Gross, dans le BTP, qui est un milieu assez traditionnaliste et qui aujourd'hui est face à beaucoup d'enjeux, notamment carbone, économie circulaire, mais aussi des enjeux sociaux. Donc c'est un sujet c'est un secteur qui a besoin de changer justement de culture. Et donc au sein du groupe Léon Gross, on a émis une raison d'être l'année dernière, qui est la première étape vers une entreprise à mission dans le cadre de la loi Pacte. Cette raison d'être, c'est entreprendre pour laisser une empreinte qui suscite la fierté de tous. Et donc derrière ce geste fort de prendre une raison d'être, il y a tout un sujet de pousser la transformation de la culture d'entreprise, de pousser la sensibilisation au maximum pour que les collaborateurs se sentent vivre à travers cette raison d'être. Voilà. Merci Julien. Même question pour Sébastien. Bonjour à tous, donc Sébastien Pommel, moi je suis directeur général adjoint d'une entreprise qui s'appelle Serre France Seine-Normandie. Et Serre France Seine-Normandie, c'est pas tout à fait un cabinet d'expertise comptable, Olivier. C'est ça, Nous sommes nés dans les années 50 à l'initiative d'agriculteurs qui avaient pour objectif d'améliorer leur performance. On était bien avant la fiscalité, la TVA et autres plaisirs, on va dire, normatifs. Pour autant, cet ADN-là est resté. Donc aujourd'hui, on travaille avec 630 collaborateurs sur 3 départements de Normandie et Île-de-France. Majorité de nos adhérents, puisqu'ils sont clients et adhérents, sont des chefs d'entreprise du secteur agricole. On a moitié-moitié entre secteur agricole, artisans, commerçants, prestataires de services. On va retrouver des gens du bâtiment. Et nos métiers sont évidemment d'accompagner nos clients à améliorer leur performance. Ça reste vrai. Les aider à réussir leurs projets, sauf qu'aujourd'hui, la performance, elle est devenue globale. Le contexte, lui, a changé, même si notre raison d'être, elle n'a pas vraiment fondamentalement changé. Et le sujet de la sensibilisation au changement de culture, il va pouvoir être illustré par rapport à une expérience que nous sommes en train de vivre, puisque suite à la rencontre avec Canopé, on a mis en place un certain nombre de choses. Merci beaucoup Sébastien. Oui, c'est juste le tour de présentation. Justement, la question d'après, c'est... Alors là, pour le coup, vous prenez la parole comme vous voulez. C'est comment on s'y prend pour sensibiliser les personnes qu'on a envie de sensibiliser en fonction des contextes, que ce soit les politiques, les médias, ou les entreprises, ou même peut-être les clients. Alors voilà, donc là, la question est ouverte. Allez, je suis lancé. Par quoi je commence ? On sait donc d'abord notre directrice générale, Sabine Ange-Albert, qui intervient sur un autre atelier, a participé à la CEC et elle est revenue. Convention des entreprises pour le climat. Convention, merci de traduire, Convention des entreprises pour le climat, et elle est revenue avec une conviction, un constat qui est que si l'on veut avoir un impact, on peut travailler sur l'entreprise, mais si on ne travaille pas sur la manière d'accompagner nos adhérents et nos clients dans leur façon de s'adapter, l'impact il va être peanuts. On est prestataire de service, on fait des kilomètres, on utilise des locaux, on utilise de l'informatique. Donc même si on a des pratiques vertueuses, même si on a une politique RSE, à un moment donné, l'effet démultiplicateur, il est plutôt sur nos 12 000 clients. Mais que nous achètent ces 12 000 clients ? Pas forcément une démarche RSE et pas forcément une conscience que effectivement la planète est en danger. Donc le changement de culture, il a fallu d'abord l'intégrer en interne. La première des actions qui a été menée, ça a été de réaliser une fresque pour le climat, comité de direction et CSE. Donc ça a créé un déclic à la fois sur les représentants du personnel et sur l'ensemble de l'équipe des dirigeants. Et ça nous a amené au niveau du comité de direction, entre autres actions, on aura peut-être l'occasion de redévelopper tout à l'heure, de se dire qu'il fallait vivre cet événement-là et que ça ne servait à rien de le raconter. Et donc la décision qu'on a prise unanimement au niveau du comité de direction, c'est de former les 630 collaborateurs à la fresque sur le climat. On a donc formé des fresqueurs pour ça. Ça a créé une dynamique formidable parce qu'on avait une équipe très transverse. Il y avait des jeunes embauchés, des plus anciens, il y avait un peu tout métier, pour accompagner l'ensemble des collaborateurs à prendre conscience de ce qui se passe et en les prenant là où ils en sont. C'est-à-dire que là, pour le coup, certains sont déjà très très motivés et informés sur le sujet, d'autres pas du tout. Et c'est vrai aussi chez nos clients, ça. Et donc l'idée, c'était que chacun puisse faire un pas. Donc on a organisé des journées de formation pour tous les collaborateurs avec Fresque pour le climat et derrière co-construction de plans d'action pour l'entreprise et pour nos clients. Le format une journée, Format d'une journée, oui, mais avec des plans d'action qui, eux, vivent dans le temps. Voilà.
Et il y a, juste en témoignage, il y a un avant et un après. Voilà, on pourra revenir sur le sujet, mais en termes de sensibilisation, pour le coup, ce matin, un intervenant, je crois que c'était Étienne qui disait l'alignement de la tête, du cœur et de l'action. On l'a vraiment vécu au travers de ces journées-là, puisque c'est bâti de telle sorte que l'émotionnel ne peut pas rester au vestiaire, et puis on est invité aussi à l'action, et on a besoin de ça. Et cet alignement-là, dans le format d'animation tel qu'il a été conçu, est sûrement beaucoup plus marquant que si l'on avait fait une formation classique. Voilà. Qui veut prendre la suite sur la même question? Mais moi, je veux bien pour dire, nous, notre parti pris chez Quota Climat, c'est qu'on ne peut pas renvoyer la responsabilité aux individus de s'informer. Parce que ça ne fonctionne pas. Tout simplement, aujourd'hui, il y a 39% de la population française qui doute de l'origine humaine du dérèglement climatique. Alors, on peut avoir l'impression qu'on est dans nos sphères, on en parlait juste avant, que l'information vient toute seule, que d'ailleurs, en fait, on est éco-anxieux et qu'on devient quasiment aigri, sceptique quant à la capacité d'opérer la transition. Mais c'est parce qu'il y a une grande partie de la population et du coup des acteurs chez qui ces personnes sont employées, pour qui ils votent, etc., qui ralentissent la transition. Il y a des narratifs qui alimentent ça, c'est des narratifs politiques, c'est des narratifs économiques. Et pour nous, c'est le rôle des médias de donner les clés d'action pour comprendre les ressorts, les tenants aboutissants, qui a des intérêts à ce qu'un narratif soit plus présent qu'un autre. Je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, Stellantis, qui a récemment beaucoup communiqué sur les questions de voitures électriques, en disant que ce n'était pas forcément la panacée. En fait, c'est un constat qui est limpide dans les rapports du GIEC. Il y a d'ailleurs une concertation au niveau de la Commission européenne qui alimentait vraiment ce constat d'une limpidité claire. C'est-à-dire que, mis à part la Pologne, pour qu'il y ait un doute, globalement, tous les pays de l'Union européenne auraient un effet direct à électrifier toute la flotte de véhicules individuels. Sauf que, bien sûr, il y a un acteur économique en particulier qui sent qu'il a du retard par rapport aux acteurs chinois, va vouloir communiquer autrement. Et ça, c'est des choses qui sont reprises par les médias. Donc en fait, on va avoir des discours d'entreprise qu'on va retrouver dans la bouche de journalistes qui ont pourtant un devoir déontologique à faire la part des choses, à aller chercher l'information à la source. Donc normalement, au sein des rapports scientifiques, ou en tout cas de donner la parole aux scientifiques. Et encore trop peu, c'est fait. Pareil, par exemple, tout ce qui est autour de l'exploration des fonds marins. On a récemment eu The Metals Company, alors même que Emmanuel Macron s'est prononcé contre l'exploration des fonds marins, qui est intervenu sur TF1, sur France 2, pour expliquer en quoi c'était une opportunité économique et énergétique d'explorer cette surface encore méconnue. Aucune mention du climat dans ses reportages, aucune mention des désastres sur la biodiversité. Et en fait, c'est des choses qui alimentent des discours. C'est vraiment très pernicieux. C'est-à-dire que ces médias-là ont une force de frappe qu'aucune entreprise, aucun même responsable politique ne pourrait espérer avoir. D'un coup, on a sur le premier JT de France quelque chose qui va ensuite se répandre comme une traînée de poudre auprès des citoyens. Et pour nous, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment agir. Il est urgent d'agir. Les journalistes ont une responsabilité historique. On parle beaucoup du triangle de l'inaction, donc le fameux triangle où chacun se refile la balle de la responsabilité entre les citoyens, les entreprises et puis les responsables politiques. Mais en fait, qui est au centre de ça? Les médias. Aujourd'hui, les médias sont, sur les enjeux de dérèglement climatique, la première source d'information qui est considérée comme fiable. Donc c'est en fait la première source à laquelle on va chercher ce qui est considéré ensuite comme une vérité et diffusé dans l'espace public. Donc voilà, pour nous, en fait, c'est vraiment important de remettre les médias au centre de cette responsabilité. C'était mentionné au sein des rapports du GIEC que les journalistes ont vraiment cette responsabilité au sein de la transition, mais qui a été jusqu'à présent en fait quasiment un impensé de la transition écologique. On a des associations en France et à l'international qui se sont mobilisées sur l'ensemble des autres acteurs. Beaucoup de narratifs quand même sur les citoyens, leurs responsabilités individuelles, ce qui est légitime mais qui n'est pas forcément le tout. Beaucoup sur les acteurs économiques et beaucoup sur les responsables politiques. Il n'y a que, par exemple, de Guardian et de Spiegel en Allemagne qui se sont engagés sur ces questions. Et en France, récemment, on a une vague d'engagement. Mais on est encore vraiment au balbutiement de la révolution médiatique qui devrait pourtant être opérée en parallèle des trois autres. Alors, Eva, je passe la parole à Julien tout de suite après, mais peut-être une autre question. Là, tu parles des médias. Est-ce que, en tant qu'assistante parlementaire, justement, tu peux aussi nous donner ton point de vue sur comment on sensibilise les élus, quoi Oui, c'est une nécessité également. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les élus, avant d'être des élus, ce sont des citoyens
comme tout le monde, qui ont leur bagage de carrière avant, à part s'ils ont fait de la politique toute leur vie. Et donc, alors il y a deux choses. Les élus peuvent être sensibilisés par des dynamiques qui sont instaurées. Donc par exemple, au sein de l'Assemblée nationale, il y a un groupe de travail bas carbone qui a été lancé. Et donc la présidente de l'Assemblée nationale s'est engagée à former l'ensemble des députés à ces questions. L'idée, c'est de rendre cette formation obligatoire, puisqu'en fait, on a eu une intervention de scientifiques au début de l'année de la législature où il y a eu très peu de députés présents. Malheureusement, ce n'est pas encore des sujets qui sont perçus comme transversaux au sein des commissions, même si ça touche commission de défense, affaires étrangères, économiques, défense, enfin tout le monde devrait se sentir concerné, mais c'est encore trop peu le cas. Donc c'est important que ça devienne obligatoire. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de faire comprendre que c'est une préoccupation sociétale. Parce que c'est ça qui fait que les politiques bougent, parce que mine de rien, il y a quand même des préoccupations électorales à la fin des fins. Et ces préoccupations, il y a des entreprises qui peuvent les faire bouger. Donc, c'est-à-dire, on a beaucoup d'échanges. C'est pas forcément des lobbies, c'est aussi des acteurs qui sont experts de leur secteur et qui témoignent de la nécessité de certaines mesures ou au contraire des obstacles que ça constituerait. Et ils sont aussi très audibles aux sondages d'opinion. Et tout ça, encore une fois, nous, notre perception, c'est que les médias sont au centre en fait de ces trois acteurs qui peuvent faire bouger la mise en mouvement écologique. C'est clair, merci. Je vais rebondir un peu sur les propos d'Eva concernant l'information, puisque finalement dans notre vision de la responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a aussi ce devoir d'informer ses collaborateurs. Aujourd'hui, on passe bien la moitié de son temps sur son lieu de travail avec ses collègues, et l'entreprise peut être un formidable canal d'information aussi sur ces enjeux vitaux pour l'humanité, qui sont la lutte contre le changement climatique et tout ce qu'on doit mettre en œuvre. Donc chez Léon Gross, en fait, la partie la plus facile, encore je dis facile, bon, ça a été un gros travail, mais a déjà été faite, c'est celle finalement d'inclure dans la stratégie et dans le côté institutionnel de l'entreprise des objectifs RSE chiffrés qui engagent l'entreprise en soi. Mais maintenant, le plus difficile et le plus gros qui reste à faire, et ça va être un travail de longue haleine, c'est vraiment que ces objectifs infusent dans le quotidien et dans le métier de chacun. C'est pour ça que, de la même manière qu'a pu faire Sébastien, on a commencé par la fresque du climat, qui est un excellent outil, puisque ça permet de comprendre de manière physique et de s'approprier les enjeux du changement climatique. On comprend vraiment, c'est plus juste une notion, mais ça devient une réalité une fois la fresque réalisée. Et le deuxième point, ça a été justement d'utiliser le côté ludique avec l'application énergique. Donc on a fait un grand challenge de 3 mois sur la sobriété énergétique, peu avant l'hiver, donc pile dans la période où on parlait justement de sobriété énergétique au niveau du gouvernement, au niveau des médias. Et à travers ce challenge donc, qui a mis en compétition nos 50 agences et l'ensemble de nos collaborateurs, il y avait quotidiennement des quiz, des défis sur la réalisation des COGES, mais aussi des défis collectifs qui ont permis de vraiment infuser sur ce côté un peu de jeu et de compétition des sujets très sérieux. Et ça a extrêmement bien marché. Derrière, on a eu une énorme augmentation de demandes justement de fresques du climat, d'interventions dans des réunions d'agences pour parler un petit peu justement du changement climatique, de ce que l'entreprise fait. Et on en a profité aussi pour remettre un petit coup sur la compréhension des engagements de l'entreprise, puisque donc on est parti d'un bilan carbone on réalise un bilan carbone tous les ans, et ce bilan carbone, on a essayé de le rendre le plus terre à terre possible pour nos collaborateurs, qui comprennent comment dans leur métier ils peuvent vraiment agir sur le bilan carbone de l'entreprise, et pour aller plus loin, comment ils peuvent agir aussi sur leur bilan carbone personnel. Alors juste, on va rester avec toi Julien. Ok, tu as fait énergique, tu as fait la fresque du climat. Bon. Et après, comment ça marche? Concrètement, voilà, tu les as sensibilisés, ils sont touchés, ils ont compris. Mais ils sont dans la même boîte qu'avant. Là, c'est justement où on est en plein dans la thématique de la table ronde d'aujourd'hui, de la sensibilisation, donc qui est vraiment aller toucher la corde sensible, que ce soit par la fresque du climat, par la redondance d'informations qui vont faire écho en fait à sa vie personnelle. Et à l'avenir aussi de ses enfants, au changement de culture. Et là, on a à la fois le changement de culture de l'entreprise. Donc nous, ça a été tout simplement en mettant dans les objectifs individuels des grands directeurs nos engagements environnementaux. Nos engagements environnementaux qui sont de réduire de 15% notre impact environnemental interne, donc vraiment lié au fonctionnement de l'entreprise, et de proposer systématiquement à tous nos clients de réduire l'impact carbone de leurs projets. Donc en fait, ça transforme
tous les métiers de l'entreprise en passant de Mais là. qui est-ce qui définit ces objectifs? Comment, pardon? Qui définit ces objectifs du coup? Ces objectifs ont été définis en interne avec le service RSE et un groupe de collaborateurs qui ont travaillé sur le sujet. Et la direction du coup? Et la direction Ouais. générale les a bien sûr a été un grand moteur puisque c'est elle qui a donné le feu pour déjà le feu vert pour réfléchir à ces sujets-là, et c'est elle qui a tranché sur les objectifs qu'on allait mettre, et enfin c'est elle qui a poussé pour que ce soit intégré dans les objectifs individuels. Donc aujourd'hui, finalement, pour toucher l'ensemble de son salaire, un grand dirigeant chez nous doit rentrer dans les objectifs de l'entreprise. Et donc pour ça, il dispose d'un grand panel d'outils pour inclure ses collaborateurs et pour avoir des actions bien sûr plus centralisées. Par exemple, choisir de faire passer les voitures de fonction en voitures électriques, ça va être de son gré. Choisir de payer un peu plus cher pour passer par des énergies renouvelables, ça va être aussi de son gré. Par contre, sensibiliser les collaborateurs, faire passer des enquêtes de mobilité, donner un bonus pour les personnes qui viennent en covoiturage ou qui vont venir en transport en commun. C'est un travail. Ouais, mais alors, d'accord, du coup, on reste avec toi. Hein. On sensibilisé, on a les KPI, on a les objectifs. Ok, mais ça fait pas un changement de culture, ça. Le changement de culture, il se fait vraiment dans la transformation du métier de chacun. Aujourd'hui. Voilà. Ouais, et, transformation. Voilà, c'est le mot que j'entendais. dans la transformation du métier. Aujourd'hui, quand tous nos métiers sont obligés en fait de se transformer pour répondre à ces objectifs-là. Que ce soit dans le plus important, donc les personnes les études de prix, les personnes qui analysent les projets qui doivent être avant qu'ils soient construits, qui doivent du coup penser systématiquement carbone, économie circulaire pour répondre à l'engagement de l'entreprise. Les conducteurs de travaux, les personnes qui vont vraiment être au moment de l'opération, qui vont devoir respecter du coup des contraintes très fortes qui ont été mises en amont, et donc ça demande de savoir utiliser des matériaux qu'on ne savait pas utiliser auparavant, des plannings différents, aussi des fournisseurs et des prestataires avec lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Mais ça veut dire qu'ils ont des nouveaux problèmes. Mais comment ils font pour trouver les solutions? Est-ce qu'on travaille avec le même Et c'est là où c'est important en fait d'être là pour accompagner, dans le sens où c'est nous qui avons impulsé toute la sensibilisation pour comprendre les enjeux, pour comprendre pourquoi est-ce que l'entreprise s'engage, mais c'est aussi à nous de donner des outils pour réussir en fait à atteindre ces objectifs. Sinon, bien sûr, ça met un coup d'épée dans l'eau, voire on peut avoir aussi un fort refus en fait de ces contraintes. Donc on a créé un pôle dédié qui s'appelle le pôle bas carbone, dans lequel je suis, c'est pour ça que je suis chargé de mission RSE, mais aussi carbone et économie circulaire. Donc un pôle qui va chercher toutes les solutions qui puissent exister sur nos 3 types d'activités, donc rencontrer des prestataires, des fournisseurs, aussi des partenaires potentiels, pour proposer le plus possible d'outils et de solutions qui permettent d'atteindre ces objectifs. À ce titre-là, par exemple, on a rejoint le Booster du réemploi en tant que première entreprise générale, donc entreprise de construction à le faire, pour développer le réemploi sur nos opérations. On fait des partenariats avec des petits acteurs qui proposent des choses intéressantes, comme par exemple l'entreprise Mobius, qui est très connue aujourd'hui dans la construction, qui est la seule à savoir faire du reconditionnement de dalles de faux plancher, ce qui permet d'avoir un impact carbone, un excellent impact carbone. On ne peut pas trop rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails, c'est vrai que après, ça va peut-être pas peut-être des gens du bâtiment ici. Tu es là tout l'après-midi. S'il y a des questions complémentaires sur les solutions, merci Julien. Je vais passer la parole à Sébastien. Du coup, chez Serre France Seine-Normandie, c'est après la sensibilisation, il se passe quoi? Alors, il y a du deuil à vivre déjà. Il faut en être conscient. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on prend les gens là où ils en sont sur ce sujet-là. On a une chance énorme chez nous, c'est d'avoir des collaborateurs qui aiment leurs clients. Ils les aiment. C'est plus que de la relation client, ils les aiment. C'est-à-dire qu'on est quasiment sur un niveau affect. Et du coup, il y a une réaction qui est arrivée assez forte quand on a fait ces journées-là, c'était de dire mais c'est pas notre boulot quoi. Notre boulot, c'est d'optimiser la fiscalité, c'est de sortir les comptes à l'heure, c'est de donner les bons indicateurs pour que les décisions de gestion soient prises. Mais qu'est-ce que c'est pas de la compta ça? Pardon? C'est pas de l'expertise comptable ça? Non, comment tu rends les chiffres intelligents? On peut en parler longtemps. Je te taquine un peu. Oui, c'est normal. En tout cas, il y a eu toute une phase un peu de deuil, de dire, mais ça veut dire qu'il faut qu'on quitte notre manière de faire, d'interagir avec nos adhérents, et y compris notre manière de fonctionner en interne.
Et en même temps, notre entreprise, je pense qu'elle est à l'image de peut-être la société, elle est très fragmentée, c'est-à-dire qu'il y a un petit noyau qui pousse fort, en disant ça passe vite, quoi. Et comment il y a encore des voitures thermiques, qu'est-ce que vous foutez, faut nous changer ça vite, c'est un exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà à 4 jours de télétravail? Et puis d'autres qui disent oh là, doucement, il faut quand même pas bousculer trop vite. Et puis quelque part, c'est aussi l'image que nous renvoient nos adhérents. Pour avoir animé un certain nombre de réunions sur, par exemple, la sobriété énergétique, l'an passé, il faut être conscient d'un truc, c'est que sobriété énergétique, c'était un sujet qui était très très intéressant au début d'hiver, parce qu'il y avait de la peur. On ne savait pas si on allait pouvoir acheter les engrais, on ne savait pas si on n'allait pas avoir des coupures d'électricité, on ne savait pas à quel prix allait finir l'énergie. Quand on a su qu'il n'y avait pas de coupure, que finalement on avait réussi à diminuer un peu la conso et qu'au final aussi les engrais étaient achetés pour 2 saisons, la préoccupation, elle était comment je diminue mes impôts. On revenait quand même ailleurs. Donc on est sur cette période de turbulence. Donc moi je ne dis pas que le changement de culture, il est opéré, il est en cours par rapport à ça. Et donc pour pouvoir le mettre en cours, déjà, il y a un premier truc moi, qui me paraît super important, c'est qu'il y a toujours eu, et il y a encore et heureusement, un parfait alignement entre nos politiques, le bureau, la gouvernance, et évidemment les cadres dirigeants qui sont chargés de mettre tout ça en œuvre. Ça, c'est super important. Ensuite, on a évidemment un certain nombre de chantiers en cours au niveau de l'entreprise pour transformer nos pratiques. Et on a mis également tout un programme, c'est un groupe de projets, pour faire évoluer l'offre de services auprès de nos clients. Et en fait, dans le changement de culture, ça y participe parce qu'on a un nombre de participants à ces chantiers de transformation de l'offre qui passent par de l'expérimentation, du test, du pilote, etc., qui impliquent un nombre de personnes assez large. Et ce qui fait que on en parle à la machine à café. Donc déjà, ça, c'est un signal. Ça vaut ce que ça vaut. On en parle beaucoup lors des recrutements aussi, parce que pour le coup, alors là, pour le coup, on n'est pas dans le greenwashing, mais vous êtes peut-être aussi soumis à ça. C'est lors d'entretien, il n'est pas rare maintenant qu'on nous demande nos indicateurs RSE. Alors, si vous ne comprenez pas la question, vous ne voyez pas le candidat longtemps. Et si vous comprenez la question, il y a intérêt d'être un peu factuel, parce qu'il y a effectivement... Juste Sébastien, et ça, excuse-moi, je vais au bout là-dessus. Le changement de culture passe aussi par les nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'on est à la fois en train de faire bouger les lignes sur nos collaborateurs plus anciens et également en train de mettre avec le 109 une nouvelle énergie. Mais quand tu dis on fait des chantiers de transformation, ouais. Qu'est-ce qui fait changer les gens? C'est de faire échanger, c'est les gens qui les animent, c'est les méthodes de... Comment ça marche? Comment ça marche? Alors, tu veux quoi? Tu veux le mode opératoire ou tu veux ce que ça entraîne? Alors, déjà, moi, ce que j'observe, c'est que quand il y a de la joie, ça se passe en général mieux que quand il y a de la peur. C'est tout bête, mais si on a une perspective positive, je vous ai dit qu'on aimait nos adhérents, nos clients, si on est convaincu que pour qu'ils soient encore là demain, ces sujets-là, il faut les traiter, et il faut leur donner des pistes, et il faut les accompagner à accoucher de leurs solutions, ça va mieux en étant dans cette formulation constructive que plutôt d'être dans combien vont mourir, parce que c'était quand même un peu ça le sujet. Donc la manière, la forme a au moins autant de poids que le fond. La méthode, voilà. Donc après... Et c'est quoi la méthode du coup? La méthode, c'est d'être sincère, c'est de dire où on va, c'est de... une fois que l'on a un T0 qui est établi sur le fait qu'il y a quand même des cliquets qui sont engagés, qui font qu'on ne reviendra pas comme ça en arrière, eh bien, dans la mesure où cette phase de déni, non, c'est pas possible, est passée, forcément, on est plutôt orienté solution dans notre culture. Mais avec une population très, très orientée sécurité. Donc sécurité, peur, joie... faut arriver à... Je vais partager ça avec vous. Je me suis rendu compte récemment qu'avec les équipes, on avait des fois plus d'impact en leur parlant de risques à ne pas faire qu'en leur parlant d'avantages à faire. Voilà. C'est une illustration, mais parce qu'on a un public qui est très normatif, très sécurité, très envie de ne pas se tromper, et ça tombe bien, puisque c'est quand même un peu dans nos basiques. Et après, sur la transformation, ça se concrétise, alors déjà par une organisation du travail différente au sein de l'entreprise, mais qui avait été amorcée avec le confinement aussi. Hein. Il y a eu un vrai déclic avec mars 2020. Et puis, ça se concrétise avec une manière de servir nos adhérents qui est aussi en train de complètement muter. Je vais vous citer juste une illustration. Il n'est pas rare quand vous vous promenez dans nos agences d'entendre des collaborateurs dire « mon client ».
Et le changement de culture, nous on se dit, on l'aura réussi quand on dira notre client. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de développer le collectif sur les différents métiers en transverse et justement sur l'expérimentation de ces nouvelles offres. Merci Sébastien. Alors Eva, toi tu opères la sensibilisation en sensibilisant les médias qui sensibilisent. Est-ce que du coup, est-ce que le sujet du changement de culture, comment on va à l'étape d'après alors est-ce que ça fait partie de tes plans concrètement? Est-ce que c'est suffisamment puissant de faire ça et ça conduit à ce changement de culture ou est-ce qu'il y a d'autres choses Moi, je suis persuadée que le jour où les médias sont à la hauteur, c'est révolutionnaire. Hein. Ouais. En fait, ce qu'on a constaté, il y a une récente étude scientifique qui a été publiée il y a quelques semaines qui montrait que le traitement médiatique des enjeux écologiques globalement incitait au déni et à l'évitement plutôt qu'à l'action. Plusieurs choses. Déjà parce qu'il ne parle pas assez de ces sujets, mais ensuite que quand il en parle, c'est anxiogène. Et donc, ça conduit à une seule chose, c'est qu'on a envie d'éteindre la télé et de passer à autre chose dans notre quotidien. Ce qu'il faudrait, c'est déjà expliquer comment on en est arrivé là, donc la partie un peu plus cognitive, et ensuite la partie plutôt sentimentale, émotionnelle, de dire qu'est-ce que ça génère dans mon quotidien, toucher au plus près du quotidien des personnes. Ça, c'est notamment la presse quotidienne régionale qui a un rôle assez fondamental là-dessus, et passer aux solutions. Et là, passer aux solutions, on a quand même des solutions qui sont dans les médias. L'idée n'est pas de dire que c'est totalement absent aujourd'hui, mais est-ce qu'on parle des solutions qui sont les plus emblématiques de la transition? Donc, par exemple, est-ce que c'est celles qui permettent de réduire les émissions le plus fortement dans les secteurs qui sont les plus émetteurs? Pas vraiment, en fait. Par exemple, un des secteurs les plus émetteurs, c'est celui de l'énergie, qui est directement lié à celui du transport, les énergies fossiles. Est-ce qu'on parle constamment dans les médias du fait qu'il faut désinvestir des énergies fossiles? Est-ce qu'on parle du fait que, par exemple, même si les énergies renouvelables augmentent en proportion, c'est également le cas de la production d'énergie fossile, qui est encore en hausse aujourd'hui dans le monde. Mais en fait, non. Globalement, si on fait un micro-trottoir, la plupart des gens pensent que ce n'est pas le cas. On pense que Total Energy va plutôt opérer, par exemple, la balance, alors qu'en fait, Total Energy, même s'il investit dans les énergies renouvelables, il investit 75 fois plus dans les énergies fossiles encore aujourd'hui en 2023. Donc ça, c'est des choses qu'il est important de savoir pour ensuite passer aux solutions. Et les solutions, qu'est-ce que c'est? C'est à toutes les échelles. À l'échelle de l'individu, mais il ne faut pas non plus trop s'y appesantir parce qu'on sait que globalement ce qui a le plus d'impact, ce n'est pas forcément à l'échelle individuelle, c'est important pour mettre en branle les autres maillons de la chaîne d'action, mais pas l'essentiel. Et ensuite au niveau des entreprises et des pouvoirs politiques. Et donc pour nous, c'est le fait de parler de ces solutions en continuité. Quand on parle d'un sujet, par exemple, parler des incendies, mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer le risque incendie? Et ce n'est pas que de l'adaptation. Donc on peut éviter que ça devienne complètement ingérable, mais il faut aussi parler de l'atténuation sur le long terme, parler des différentes échelles d'action aussi. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment le fait d'encapaciter chacun à son échelle, et notamment au niveau professionnel, parce que en fait, chaque individu a un pouvoir décuplé quand on parle de l'organisation à laquelle il appartient. Et donc pour nous, c'est comme ça qu'on arrivera à opérer la transformation profonde dont on a besoin. Alors, il y a deux questions qui me viennent, et c'est intéressant parce qu'on a vraiment plutôt média, plutôt entreprise. Il y a un côté important dans le narratif, dans ce que tu disais tout à l'heure dans les médias. Comment on transpose ça dans le monde de l'entreprise? Pour vous trois. Comment on transpose ça, ce côté narratif, c'est-à-dire ce nouvel imaginaire, ce nouvel idéal, ce qui crée le désir d'aller vers quelque chose de... Comment on le transpose concrètement? Juste un élément de réponse, je pense qu'il y a un enjeu à ne plus rendre désirables des choses qui le sont encore aujourd'hui. Parce que ça peut être considéré comme encore gage d'acceptation sociale, de vertu, de travailler dans certains secteurs d'activité, d'avoir certains types de métiers, etc. Et je pense que quand on aura opéré cette bascule, du coup, c'est un peu, disons, le pendant de l'action politique qui est le bâton. Et la carotte, c'est comment est-ce qu'on crée de la désirabilité sociale, des nouveaux imaginaires autour des solutions de la transition. Et ça, pour nous, c'est central dans ensuite la mise en mouvement des entreprises, parce que quand elles verront qu'en fait, certains ne veulent plus travailler pour certains clients, certains ne veulent plus faire certaines missions, massivement, certains arrêtent de postuler pour certains secteurs d'activité, là, on aura opéré la bascule. Alors, comment on rend ça désirable dans les entreprises? Un peu de la même manière, nous, chez Léon Gross, par exemple, la transformation, on l'a commencé dans la diversification. On sort du secteur uniquement du BTP, qui en plus a une mauvaise image, qui est responsable de 16% des émissions sur la construction. Et si on pousse après avec l'exploitation des bâtiments, on arrive à presque 30% des émissions françaises.
Donc en créant un pôle sur la transition énergétique, donc en proposant des énergies renouvelables, une expertise sur la performance énergétique, le carbone. On montre qu'on arrive, enfin, on fait du chiffre d'affaires tout en fait transformant le métier de base, puisque c'est des activités qui sont synergiques. C'est encore technique. Comment on redesign le projet en fait. C'est en fait avant vous faisiez du bâtiment à la papa, on va dire, avant de changer. C'est quoi le bâtiment que vous faites demain et c'est quoi l'histoire? L'histoire maintenant, c'est de proposer aux clients en fait, parce que nous notre gros enjeu, c'est vraiment de travailler avec notre client. Notre grande réussite, c'est le jour où un client va venir, on aura vraiment changé de culture, le jour où vraiment les clients viendront nous chercher parce qu'ils savent qu'en travaillant avec nous, il y aura un bâtiment qui va durer non pas 50 ans et qui va devoir être entièrement détruit au moindre changement de fonction, mais un bâtiment qui va pouvoir durer 100, 150 ans malgré un changement climatique inévitable, donc un réchauffement, et qui dès aujourd'hui répond à toutes les normes et répond aux normes futures. D'accord. Et côté Serre France, du coup, même question? Alors déjà, on travaille sur l'appartenance à l'entreprise pour les collaborateurs parce qu'on est aussi dans un contexte chahuté au niveau des RH et là-dessus j'évoquais le sujet de recrutement, mais tout ce qui est plan d'action qui vise à rendre l'entreprise vertueuse et les chantiers de transformation à destination de nos adhérents, c'est plutôt positif, ça amène, on est plutôt du côté joie que du côté peur, donc progressivement au fil du temps on avance. Au départ on n'était pas compris quand on explique, alors il faut expliquer, réexpliquer, il faut donner des preuves en fait, hein. C'est la définition des preuves à chaque fois, et la preuve côté adhérent c'est la même chose. On est aussi en diversification, donc, Olivier va pas tarder à me dire que c'est technique, mais au-delà du fait que c'est diversifié, c'est que la promesse n'est pas la même. La promesse c'est pas venez chez nous et vous allez avoir comment dire, une réponse à vos obligations et y voir clair. Non, c'est venez chez nous et vous allez être bien plus armés pour être encore là demain et vous serez encore là demain. Donc on est quasiment sur un changement de plan en fait. Après, pour l'instant, nos business models, ils n'ont pas changé. On continue de vendre de la presta. Hein. Simplement, l'éventail de la presta qui répond aux obligations, elle est en train de se digitaliser, de s'automatiser, et ça suit les flots de la réglementation. À côté de ça, l'éventail de prestations qui vise plutôt à accompagner la mise en place de projets, qui vise plutôt à accompagner les transitions des entreprises. On avait déjà un panier large, il s'est encore plus élargi, et le fait de l'élargir, notamment avec du diagnostic RSE, de l'accompagnement à la transformation des systèmes, parce qu'on va jusque-là aujourd'hui. On a hier des conseillers qui étaient plutôt des conseillers de gestion et gestionnaires de projet. Aujourd'hui, on a une équipe d'agro, par exemple, qui vont travailler sur la transformation des systèmes. On est en train de travailler sur la gestion des biodéchets pour tous nos clients de l'agroalimentaire. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un éclairage donné, pas seulement interne sur notre manière de travailler, mais aussi sur la manière de délivrer et la manière d'accompagner nos clients. C'est un peu ce qui illustre qui on est. Merci. On rentre dans les 10 dernières minutes, donc c'est le moment des questions. Alors, vous vous présentez, vous vous levez comme ça, on vous voit bien, ça vous dérange pas. Juste le prénom, si vous voulez bien. Enfin bon, après, c'est vous qui voyez. Bon, bonjour, du coup, Mélanie. J'ai une question, enfin j'en avais plein d'ailleurs, merci déjà pour vos interventions, mais avant d'accompagner, là je parle du coup à Sébastien, je rebondis sur ce que vous venez de dire, avant d'accompagner vos clients, comment vous accompagnez vos collaborateurs, et donc ça veut dire la montée en compétences. En fait, c'est pas forcément aller chercher l'expertise ailleurs pour aider vos clients, mais c'est vraiment à l'intérieur, comment vous faites. Une fresque du climat, c'est super, je suis fresqueuse moi-même, et pareil pour Julien, pour vos collaborateurs, mais c'est derrière comment on les accompagne pour changer vraiment, pour passer à l'action. C'est très bien, ça donne envie d'agir parce que ça crée une émotion et pas que de la peur, mais aussi parfois de l'envie et de se dire ok, en fait j'ai tout donné, mais en fait comment je fais pour le faire. Et c'est top parce que Quota Climat permet qu'on ait de la bonne information, mais en fait ça fait aussi partie de l'entreprise de donner ces bonnes informations et de les accompagner. Donc juste comment vous avez fait pour la montée en compétence de vos collaborateurs. Merci. On essaie de faire des réponses courtes pour prendre un max de questions, s'il vous plaît. Merci. Ok, alors je vais essayer d'aller vite. Oui, la fresque c'est un T0, c'est une manière d'avoir un socle commun à un instant T. Pour autant, les métiers évoluent, tant les métiers de la compta que les métiers du conseil. Donc tout notre dispositif de formation interne, on l'a retoiletté par rapport à l'évolution des offres, et puis on est encore en cours sur ce sujet-là. Puis après, ça a été un peu évoqué ce matin. Si on veut transformer l'entreprise, on s'est posé la question au niveau du comité de direction, à un moment donné, de se dire, mais est-ce qu'on emmène tout le monde? Et ça peut être lent.
et on risque d'en perdre aussi en route. Il faut être clair, hein, parce que les gens ne vont pas s'y retrouver, parce qu'ils ne vont pas suivre, parce que. Ou est-ce qu'on fait plutôt une entreprise à côté qui, elle, serait au desiderata de demain? Ce n'est pas notre choix, on n'est pas missionné pour ça, on n'a pas du tout ce mandat-là de la part de nos élus, donc il faut qu'on emmène le collectif. Et ça passe d'abord par un management qui est musclé. Donc tout le management intermédiaire, il est vraiment super important. Merci Sébastien. C'est eux qui sont à main. Une autre question? Après. Donc, Malik, concernant la presse, aujourd'hui la presse, les médias, c'est très diversifié entre la presse institutionnelle, historique, les journaux, la presse sur Internet, les blasts, les YouTube, etc. Sur quels appuis, où se trouvent les acteurs que vous sentez réactifs et qui sont prêts à aider, et où est-ce qu'est la demande en fait? La question c'est où s'informer, c'est ça? Parce que donc. Vous montez une association pour développer, je dirais, la sensibilisation au niveau des médias. Donc, faire en sorte que les médias portent la parole. Oui. Est-ce que vous ressentez une appétence chez certains acteurs, vu la diversité des acteurs, et où sont les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer, et inversement, est-ce qu'il y a une appétence du public par rapport à ces questions-là, au niveau de l'offre et de la demande? Ok. Vous voulez des noms, quoi, c'est ça? Ok, allez, bon, on y va, on balance, hein, Eva, tu balances. Alors, plusieurs choses. Déjà, en termes de ressources, pour nous, c'est important que les prescripteurs d'information au sein des médias, donc typiquement l'agence France Presse, aient l'information à la source pour qu'ensuite ça irrigue dans chacun des médias. Parce qu'on sait très bien qu'une dépêche AFP, en fait, quand elle est publiée, c'est partout en France. Donc, l'AFP a pris des actions assez emblématiques récemment. Ils ont par exemple mis au centre de leur gouvernance un pôle écologie, où au lieu d'avoir une rubrique silotée, chaque expert est dépêché dans chacune des rubriques ensuite thématiques. Et donc on va parler de climat et de mobilité, de climat et d'économie, de climat et de start-up, etc. etc. Donc ça c'est une information. Ensuite, on pense que les médias publics, donc France Télévisions, Radio France, avancent plus vite que les autres quand même. On a vu par exemple la météo climat qui a émergé sur France Télévisions, qui est une super initiative et qu'on a envie de voir décupler. Ça reste que sur les questions de météo, mais c'est un bon début. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est que les médias sont en demande de solutions et d'illustrations de la transition, et qu'ils ont encore trop peu d'acteurs de la transition qui leur transmettent ces solutions. Et eux, ils sont en demande d'images, de visuels, en fait, parce qu'on a besoin d'alimenter les contenus pour ne pas parler toujours de la même chose. Donc, ce que je conseillerais, en tout cas, aux acteurs de la transition, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est de toujours bien envoyer à la presse, sous forme de communiqué de presse assez limpide, une proposition, soit de venir visiter une initiative particulièrement emblématique qui pourrait ensuite être portée à échelle. Parce que ça, ensuite... ça peut faire l'objet d'un reportage, et ensuite on sait très bien que par exemple un sujet qui peut être relevé par Ouest France peut ensuite aller dans un média national, et puis ensuite ça peut faire le tour de France. Voilà, bon, Merci Eva. Une autre question, il y en avait une ici, je ne sais plus où, là? Non, c'est bon? Oui? Non? Non, là-bas, alors, ok. Merci Florent Favier. J'ai une question, on parle de changement de culture, mais avant ça, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience? Je sais qu'à la CEC, c'est quand même quelque chose d'important, cette prise de conscience, en fait, le fait d'apprendre, de savoir et de se dire, en fait, on est loin du compte avec de la RSE, mais le changement de culture, il doit s'appuyer sur ça, et si c'est pas sur ça, c'est sur quoi? Est-ce que c'est financier? Enfin, quel est le déclencheur s'il n'y a pas cette prise de conscience vraiment profonde que les médias n'ont pas encore complètement intégrée, je pense? Allez, 1 minute de réponse, qui veut répondre? Avec une vision très RSE de la chose, nous on est vraiment arrivé en montrant que en fait, c'est toute l'économie qui doit changer. Donc on a beaucoup travaillé avec la direction générale à faire venir des personnes inspirantes qui ont pu parler sur ces sujets-là. Et une fois que en fait, on a une direction générale qui est sûre que le changement de culture c'est important, que la diversification vers des activités moins carbonées, c'est important. Ça permet d'impulser tout le reste, donc c'est-à-dire des outils de sensibilisation à la fresque du climat, avec, comme je l'ai dit, l'application énergique. La création nous, on mise énormément aussi sur la formation, donc maintenant, tout nouvel arrivant a 1 semaine de formation dans laquelle il y a 2 jours dédiés juste sur les sujets environnementaux, un passage obligé sur un MOOC sur le changement climatique, voilà, et les transformations aussi des métiers avec de nouveaux outils qui permettent de calculer le carbone, etc. Merci, on va finir là-dessus. J'ai juste rajouté peut-être 2-3 éléments pour illustrer du coup le point de vue complémentaire ou les questions que je pourrais poser. Le premier sujet, c'est il n'y a pas un média ici pendant toute la journée.
Alors on n'a pas fait notre boulot, qui nous expliquera Eva comment il faut faire le volontiers. Deuxième sujet, alors qu'il y a quand même 30 boîtes qui ont des narratifs et des choses à expliquer, quoi. Donc voilà. Deuxième sujet, c'est le parallèle que je voulais faire tout à l'heure autour des imaginaires, c'était plutôt le sujet de la redéfinition de la raison d'être. En fait, on voit bien que le sujet ici, il porte la question de la raison d'être de l'homme sur cette planète. Est-ce qu'on est là pour foutre le bordel ou est-ce qu'on est là pour vivre en harmonie? En gros, hein, c'est ça. Pour l'instant, on a plutôt réussi sur la première étape. Sur la deuxième, il y a encore un peu de boulot. Mais cette déclinaison, elle se transpose à tout niveau. Individu, politique, organisation, entreprise. Et du coup, il y a un gros chantier, à mon avis, de redéfinition de la raison d'être, de quelles sont les priorités, et notamment en intégrant, comme le disait ce matin Ocom, d'autres référentiels, hein, avec la difficulté de la transition qu'évoquait très bien Yann Carré tout à l'heure. Hein, voilà. Et le troisième sujet qui me paraît important, c'est la prise de conscience. C'est quoi? La sensibilisation, c'est quoi? C'est le lien entre la tête et le cœur. D'accord? Si c'est la tête, j'ai compris, le cœur, j'ai ressenti, j'ai la tête, j'ai le cœur, je suis sensibilisé. La question aujourd'hui pour laquelle on a défoncé la planète dans notre boulot, c'est parce qu'on pense qu'avec la tête et pas avec notre cœur. Donc le vrai changement de culture, à mon sens, c'est ça. C'est comment on remet le cœur dans l'analyse et dans les priorités. Donc comment on recrée des espaces de travail, de collaboration, où à chaque fois on invite la planète dans la réunion, dans les comités de direction, dans les conseils d'administration, faire en sorte que ce rapport, et qu'on met en avant justement des techniques d'animation, voire de facilitation. Et on l'a vu ensemble, Sébastien, quand on a fait chez toi le projet chez Serre France. En fait, pour moi, le grand changement de culture, il est venu au niveau de l'équipe d'animateurs. Parce qu'on a créé une culture de l'animation et de la facilitation autour de l'atelier Fresque du climat, mais qui en fait se transpose dans toutes les réunions qu'on peut faire. Voilà. Donc ce concept de facilitation, vous avez vu là, on a fait une journée, c'est pas une journée de conférence. On a fait appel justement vos émotions, à vos corps, à vos cœurs, on vous a mis en mouvement sur ce sujet-là. Et donc c'est vraiment l'intégration de tout ça dans le concept de tout ce qu'on fait. Soit un séminaire, que ce soit une réunion de travail, que ce soit une réunion d'une assemblée générale, un comité de direction. Comment on remet le cœur et le prendre soin des gens et de l'environnement au cœur des réflexions. Voilà. Vous voulez peut-être rajouter un dernier mot? On est déjà en retard, mais bon, allez, un mot de clôture chacun. Juste sur l'absence de médias dans ce type d'événement, c'est parce que les médias ils sont dans un temps extrêmement restreint. Et donc, en fait, l'idée n'est pas de leur vendre une conférence où ils assistent à des choses, mais plutôt un narratif très clair qui est innovant, qui va créer de l'adhésion du grand public. Et c'est ça, en fait, qui crée de l'attrait. Donc, c'est aussi quelque chose auquel on doit réfléchir quand on est porteur de solutions. C'est comment est-ce qu'on vend notre solution auprès des médias. Et c'est un effort qu'on doit faire pour que ça essaime derrière. Bon, on te prendra les prestations de conseil, alors. Merci. Peut-être pour répondre sur comment accrocher sur la sensibilisation. Aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, on a déjà perdu du terrain face à elle parce qu'on sait déjà qu'on va pas atteindre, qu'on va dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, du coup, le monde va changer et pas forcément en bien, dans un dérèglement. Ce qui marche vraiment et ce qui raccorde justement le cerveau au cœur, c'est de parler des générations futures. Parce que parler des enfants et dire que toutes nos actions aujourd'hui, en fait, elles ont un impact pour les générations d'après qui, elles, pour le coup, n'ont rien demandé. Et c'est cette injustice finalement climatique qui est la plus forte, qui la plupart du temps permet de recalber les deux. Ouais, c'est cool, merci Julien. Ça a été dit, le basique de la raison d'être, la clarté de où on veut aller, et puis après, la motivation d'un individu ou d'un collectif, il faut aller la chercher. Elle a été dans notre culture historique très très longtemps orientée autour de l'euro, hein, c'est-à-dire le combien, ça c'est là-haut. Et le fait d'arriver à connecter avec le vital, tu l'as dit, avec notamment la vision des enfants, mais on a un tissu économique en France de TPE qui sont majoritairement des structures patrimoniales qui ont traversé les générations. Et le fait d'arriver à finalement donner une perspective de pérennité à ça, ça touche les enfants, ça touche la famille, forcément ça donne un autre sens. En fait, on a très peu prononcé le mot de sens, mais c'est quand même bien ça le moteur. Merci. Merci Sébastien pour ce témoignage, pour cette confiance aussi dans ce qu'on fait ensemble. Merci Julien pour cette collaboration avec Énergique et pour cette énergie de la jeunesse. Et un double merci à Eva, pardon, mais parce qu'Eva est intervenue spécialement sur ce sujet-là, mais surtout aussi parce que Eva, en fait, on s'est rencontrés non pas autour de cette table ronde, mais autour de
l'idée de faire venir un député. Sandrine Lefeur, qui devait venir, a eu un empêchement. Et elle n'a pas pu être là. Et du coup, Eva nous a trouvé Damien Adam, qui était là, pour remplacer Sandrine. Et donc, c'est aussi grâce à Eva qu'on avait quelqu'un du monde politique aujourd'hui, cette table ronde. Merci doublement, Eva.